demain, si je voyage en business, j'ai envie de pouvoir voyager et payer la business à mes gosses aussi. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans même bientôt. Bah, je peux te dire que oui, ça marche encore. C'est pas bien compliqué. L'étranger, c'est une question d'opportunité. Écoute, nous, on a une méthodologie en 3 étapes. On peut te la donner, elle est simple et applicable. C'est Vous avez un conseil à me donner, que ce soit un conseil business ou un conseil de vie, qu'est-ce que vous me direz? Pour moi, réseau. Ce monsieur-là, il avait un énorme parc immobilier, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ce monsieur, il m'a donné un conseil, il m'a dit, Anthony, T'es dans le foot, t'as un ami qui bosse au PSG, t'auras une finale de Ligue des Champions si Paris est au PSG. Donc c'est vrai. Et si t'as pas le réseau, bah, non. Tu vois, t'auras pas la place, ou alors tu vas la payer 1500 €, j'en sais rien. je suis avec Anthony et Alexandre de Mon Plan Immo. Bonjour, 2 investisseurs et entrepreneurs. Vous avez transformé donc l'immobilier atypique en véritable, on va dire, machine à cash flow. Félicitations. Merci. Merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr. Bah, vas-y, Alex, je te laisse, Allez, je te laisse la place. Bah écoute, Alexandre, 28 ans aujourd'hui, ça fait maintenant 9 ans qu'on fait de l'immobilier. Ça passe. Ça passe. Moi j'ai commencé à acheter mon premier appartement en 2017, donc à l'âge de 19 ans. S'en est découlé une belle petite carrière d'investisseur, on va dire modestement aujourd'hui. On a investi dans différentes choses, on a fait de la location longue durée classique pour commencer avec Anthony. On a essayé de toucher à pas mal de choses. Aujourd'hui, tu parles un petit peu plus d'atypique parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment depuis 2022. Voilà, on a commencé par un parcours d'investisseur assez lambda. Moi, j'ai commencé avec ce premier appartement. Après, Anthony m'a rejoint sur le parcours de l'investissement immobilier et je peux justement te laisser te présenter. Moi c'est Anthony, je suis ancien prof de PS, aujourd'hui investisseur et entrepreneur avec Alex, avec Mon Plan Immo. Donc pour le coup, j'étais pas du tout prédestiné à cet environnement-là, mais pareil, je suis tombé dans la marmite de l'immobilier, puis de l'investissement et de l'entrepreneuriat avec Alex. Donc voilà, On est frères, une belle aventure. On est 2 frangins. Je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, on est frères. 2 frangins. Donc Comment vous avez créé du coup Mon Plan Immo? En fait, c'est venu dans la continuité des investissements immobiliers. En fait, moi, en parallèle de mon métier de prof et de mon métier et d'Alex, son métier d'agent immobilier, on a commencé à investir plutôt en masse. Voilà, on était dans une période où la conjoncture bancaire était géniale. Là où on a mis un gros coup de collier, c'était 2019-2020. Voilà. Donc, on continue aujourd'hui, mais ça a été un gros virage pour nous 2019-2020. Donc, moi, prof de PS, Alex, agent immobilier. On investit ensemble, séparément, on développe notre patrimoine et en fait, après les investissements immobiliers, on a réussi à avoir un semblant d'indépendance financière parce qu'avec ces investissements rentables, on réussissait à dégager du cash flow, de la rentabilité, etc. Et donc, à un moment donné, est venue l'idée, au-delà forcément de penser à Mon Plan Immo dans un premier temps, mais de dire qu'on se met à notre compte, on tente une aventure différente de l'immo, mais voilà, on tente une autre aventure. Et naturellement, les gens nous posaient beaucoup de questions, c'est normal. Nous, ils nous voyaient, on était quand même assez jeunes à l'époque, investir dans des appartements, des immeubles, tester pas mal de choses. À l'étranger aussi, on avait fait construire à Bali. Donc bref, ça suscitait de la curiosité. Pendant le Covid, on a fait quelques coachings comme ça à droite à gauche on se faisait payer pour ça un petit peu sur quelques coachings, etc. 600 €, je crois. Ouais, on avait lancé ça. On a vu que ça nous plaisait, que ça commençait à bien prendre. Et après, du coup, on s'est dit, OK, on va aider les gens et on va aller plus loin, on va les accompagner dans leurs projets immobiliers. Il y a eu plein de versions de Mon Plan Immo. On a eu plein de bêta-tests avant d'en arriver à notre spécialisation sur les logements atypiques, l'accompagnement et le format que les gens connaissent aujourd'hui, quoi. Ok, félicitations. Ouais. Et c'est qui a abordé d'abord, enfin vous l'avez peut-être vu peut-être à l'étranger, l'atypique, ou c'est vous vraiment qui avez l'initiative de ça? Ouais, alors on n'a pas du tout créé l'atypique, les logements atypiques, etc. Nous, on a été les premiers, je pense, en France, quasiment sûr, pour le coup, à partager cette stratégie. Parce que c'était pas tant répandu avant. Non, les gens le faisaient un petit peu dans leur coin et c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Donc je pense que beaucoup, et moi aussi le premier, j'y viendrai aussi sur comment ça nous est venu l'idée, on voulait se le garder et pas trop en parler parce que c'est de la location courte durée, tu avais vite peur si tu en parlais de te faire de la concurrence, etc. Donc un petit peu, il y avait une petite poignée d'investisseurs qui se partageaient le gâteau et qui voulaient pas en parler, en fait, si tu veux. Et à l'époque, c'était surtout, quand on parle de logement atypique, c'était beaucoup les love rooms. C'était un peu les premiers logements atypiques. Donc, on a lancé notre première love room. Donc, c'est moi, pour le coup, plutôt tout seul avec un associé. Donc, c'était en 2020. J'ai lancé cette première love room. L'idée, elle a été assez simple. C'est que, alors, il y a eu 2 choses. C'est que, premièrement, nous, comme on le disait avec Anthony juste avant, on a fait pas mal d'investissements immobiliers, beaucoup sur Saint-Etienne, mais on avait fait de la location longue durée, on avait fait de la colocation, on avait fait tout ce qu'on pensait qui pouvait fonctionner à Saint-Etienne. Donc, c'est des investissements qui ont bien fonctionné. Et moi, à un moment, j'avais un petit plafond de verre. Anthony avait acheté des immeubles de rapport et il avait réussi à avoir un cash flow un peu supérieur à moi. Et entre frangins, il y a une petite compète aussi toujours sympa. Et du coup, il avait plus de cash flow que moi et je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui me coûte pas trop d'argent parce que j'étais assez endetté. On avait lancé un projet à l'étranger. Moi, j'avais d'autres investissements perso. Mais pour autant, faut un truc qui me rapporte autant qu'un immeuble. Donc, en gros, dans ma tête, je me suis dit, OK, faut un truc que je puisse payer moins de 100 000 €,
mais qui me rapporte autant qu'un immeuble, à savoir potentiellement 700, 800, 900, 1000 euros de cash flow. Et je rencontre un investisseur sur Saint-Etienne qui fait de la location courte durée, classique. Et bon, je comprends assez rapidement en parlant avec lui que ça marche bien. Et il avait des appartements dans une rue où j'avais un appartement en vue. Ok. Je me dis, ok, il y a 2 matchs pas mal. Donc du coup, je vais sur Airbnb, je vais sur Saint-Etienne. Et je vois qu'il y a des logements qui se louent. Je le dis souvent, ça, mais c'est vrai. Je mets Airbnb Saint-Etienne, je vois qu'il y a des logements. Je vois que ça se loue. Et ça se loue bien, quoi, tu vois. Et je vois un logement surtout qui se différencie. Il a une baignoire balnéothérapie et il a un sauna. Et il est loué 30% de plus que les autres et 30% plus cher. Et je me dis, ok, c'est ça qu'on va faire. Et du coup, en 2020, on lance la Belle Room, donc le premier logement atypique qui aujourd'hui a été transformé en une suite Marrakech en 2024. Parce qu'Anthony a racheté les parts de mon ancien associé. Et en même moment, on a eu un dégât des eaux. Donc du coup, on s'est dit, allez, on profite pour refaire la thématique. Et donc du coup, c'est un logement qui aujourd'hui tourne depuis Mais ça a été 2025. une des premières Love Room de Saint-Etienne. Ça a été la deuxième Love Room de Saint-Etienne. La deuxième Love Room de Saint-Etienne. Et après, ça a commencé à bien se développer. Et en 2022, donc du coup, voilà, ça faisait 2 ans qu'on avait mon plan IMO. Pour être transparent, c'était pas le meilleur business entrepreneurial qu'on avait fait parce que nous, on était très bons en immobilier, mais quand on a lancé la boîte, on se perdait un peu. Anthony disait qu'on avait fait des coachings, mais après, on s'était réorienté totalement. On accompagnait les personnes sur le terrain, etc. On a mis du temps à trouver notre modèle, voilà, en fait. on a mis du temps à trouver notre modèle jusqu'en 2022. On se fait accompagner en marketing et la personne nous dit, faut se nicher. Enfin, 2-3 personnes qu'on a au téléphone nous disent, faut se nicher. Bon, on dit ok. On avait accompagné le peu de clients qu'on a vu dans ces 2 ans, on avait eu pas mal de profs par rapport à l'ancien métier d'Anthony. Et moi, en 2020, j'avais lancé ma première Love Room en même temps qu'on ait créé mon plan IMO. C'était un mois près. Et la Love Room, quand on l'a lancé, ça a cartonné. Je te parlais de 1000 euros de cash flow, ça a fait 1000, 1200, 1300, 1400 euros dès les premiers mois. Rentier avec une. Ouais, quasiment rentier avec un appartement. J'avais lancé ma deuxième Love Room, donc cette fois-ci à Saint-Chamond, dans une plus petite ville. Donc on va dire que le modèle, il était validé et éprouvé. Et à ce moment-là, on nous dit, faut se nicher. On commence à réfléchir, on se dit, le logement atypique, quoi. Et en 2022, on commence à parler des logements atypiques. Donc, et je pense que c'est pour ça qu'on a très vite explosé. On était les premiers à parler de cette stratégie. Et en 2022, on communique la stratégie sur les réseaux sociaux, fin 2022. Et là, ça explose. On prend des abonnés. Et là, ça a pris un autre virage, quoi. Et du coup, vous êtes spécialisé dans l'atypique maintenant. Ouais, nous, en fait, Mon Plan IMO, aujourd'hui, c'est un organisme de formation et d'accompagnement spécialisé dans les logements atypiques et insolites. On accompagne aussi sur tout type de projet, mais avec un vrai penchant pour l'atypique et l'insolite. Donc, tout ce qui est logement thématique, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de Love Room, mais tu as tout ce qui est, moi, j'ai fait une cinéma room, on a une houseboat, tu peux mettre plein de thèmes à l'intérieur d'appartements, et aussi tout ce qui est insolite, justement, tipi, bulle, cabane, etc. Donc, vraiment, voilà, c'est notre corps de métier aujourd'hui, et nous, on aide les gens à développer ce type de projet. Ok, super. Je pense qu'à l'époque aussi, il y avait aussi cette forme que les gens pensaient que tout le monde était en concurrence, alors qu'en fait, le fait aujourd'hui d'avoir développé ça sur les réseaux, les gens, ils ont plus de visibilité. Donc plus de visibilité, même si moi aujourd'hui, je vois une Love Room qui est à Bordeaux, je peux peut-être pas forcément y aller. Quelqu'un va en faire une ici et c'est plus de visibilité pour tout le monde finalement. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux, ça a aidé à développer un petit peu ce milieu qui était pas trop connu et qui était aussi pour les peu connus des Love Rooms. Donc du coup aujourd'hui, c'est ce qu'on aime bien avec Anthony, c'est que l'atypique, on le dit souvent aux gens et beaucoup de personnes qui nous rejoignent, c'est très vaste. Le gros avantage, c'est que tu peux faire une Love Room, tu peux faire une Jungle Room, Cinéma Room, des thématiques, t'en as limite à l'infini parce que c'est de l'imaginaire. Donc t'as des choses sur les super-héros. Enfin, tu peux aller vraiment très très loin, te nicher. Là, tu vois, on est sur une partie des bureaux. On a les filles qui sont à côté parce qu'aujourd'hui, on a aussi un cabinet d'architecture spécialisé en logement atypique avec Marie, qui est notre architecte qui nous a accompagnés sur notre premier projet pour la petite histoire et qui accompagne aussi la plupart des projets de nos participants. Et il y a des projets qui sortent de fou, des galaxies. Là, nous parlait d'un thème forêt, les mille et une nuits. Donc aujourd'hui, donc déjà, tu peux te nicher dans des villes. Il y a énormément de villes et de villages aujourd'hui qui s'y prêtent parce qu'on pourra en parler aussi. Mais nous, notre terrain de jeu, c'est les petites et moyennes communes de moins de 200 000 habitants pour différentes raisons, le prix notamment et les réglementations par rapport aux grandes villes. Donc déjà, tu as beaucoup de villes qui s'y prêtent dans toute la France et villages. Et en plus de ça, dans ces villes-là, tu peux faire différentes thématiques. Il faut savoir que nous, tu vois, on a la suite Marrakech qui est plutôt une Love Room sur Saint-Etienne, mais on a une thématique qui est totalement différente. La Cinéma Room est pas très loin. On a la Houseboat qui est un produit insolite qui touche une autre clientèle encore. Tu vois, donc déjà dans une même région, enfin dans une même ville, on a 3 thématiques différentes qui touchent 3 clientèles différentes. Donc c'est ça la richesse des logements atypiques, c'est que souvent les gens ont un petit peu peur que ça sature. Ouais. Avant de saturer ce marché, faut y aller. Et si tu fais les choses de manière professionnelle, c'est nous ce qu'on essaye de faire au maximum et d'apprendre aussi à nos élèves. T'as un boulevard encore devant toi pendant les prochaines années et on le voit nous encore aujourd'hui.
En 2020, c'est des questions qu'on nous posait déjà. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va continuer, etc. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans même bientôt. Je peux te dire que oui, ça marche encore. Donc, ça ne veut pas dire que c'est simple, qu'il n'y a pas de concurrence. Ça serait mentir. Mais si tu fais les choses correctement, c'est encore des produits qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc, vous êtes moins dans une optique, une stratégie de valorisation sur le bien, j'imagine, surtout sur le secteur. Mais par contre, avec un énorme cash flow. Oui. Par contre, à la revente, vous espérez revendre le bien peut-être un petit peu plus cher que vous l'avez acheté, quoi. Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors oui, tu es plus dans cette stratégie, sur une stratégie de cash flow, donc de gagner de l'argent pendant la durée de détention, mais très important, et nous c'est ce qu'on dit aussi souvent à nos élèves, et nous on se l'applique à nous-mêmes, très important, une bonne affaire, elle serait l'achat. Donc c'est de très bien acheter quand même, et c'est une fois travaux terminés que le bien, soit tu sois flat et que tu perds pas d'argent, soit tu fasses quand même plus-value. Nous c'est nos objectifs. Nous dans tous les biens qu'on a achetés, on sait que si demain on les revend, on fait des plus-values, que ce soit à longue durée, mais atypique aussi. Parce que l'avantage de l'atypique aussi, c'est que tu as deux façons de revendre. Soit tu fais une thématique pas trop recherchée et potentiellement tu peux revendre en courte durée, en classique, ou même en exploitation atypique. Ou alors si tu as un thème plus niché, c'est le cas nous sur la Cinéma Room, tu peux revendre au chiffre d'affaires. À la rentabilité. À la rentabilité. Et aujourd'hui, nous, c'est un système qui est tout automatisé. On a des outils qui permettent aux prochains acheteurs d'acheter et le logement tombe quasiment en autonomie. Tu vois, donc tu vends une rentabilité avec des process. Et ça se valorise. Donc suivant certains investisseurs, là où nous on va chercher 40-50% de rentabilité sur un bien, toi tu vas le revendre à 20% à un investisseur, il va déjà très bien gagner en termes de cash flow et toi tu vas pouvoir faire une belle plus-value à la revente. En tout cas, nous c'est l'objectif et c'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi à nos élèves. Ok. Et pour le dossier bancaire, comment ça se passe justement quand vous arrivez avec ce dossier-là? On va faire du court durée. C'est toute une question d'argumentation. Le passage au financement, ça dépend déjà de l'interlocuteur que tu as en face de toi et de ta posture professionnelle et du dossier que tu vas lui présenter. Moi, je conseille toujours à tout le monde de présenter tout le champ des possibles au banquier. Donc, c'est-à-dire que tu peux très bien lui faire une hypothèse en longue durée, en lui montrant les chiffres en longue durée un peu haut de gamme, ce que ça donnerait, mais aussi lui parler du versant atypique avec des hypothèses de remplissage pessimiste, middle et optimiste. Voilà. Et comme ça, vraiment, le banquier, il a le prisme de toutes les possibilités de ton appartement. Tu lui caches pas que tu veux faire de l'atypique, parce que je pense qu'il faut pas, mais tu lui montres aussi que si jamais il n'y avait pas de l'atypique ou un atypique qui se remplit pas forcément 20 nuits par mois, t'es quand même rentable. En fait, pour rassurer tout le monde, c'est important de comprendre qu'avec un logement atypique, un bien que tu finis à moins de 100 000, tu vas le louer en moyenne 100-150 euros la nuit, la semaine. Et donc, en fait, il suffit de louer 6 à 8 nuits par mois, par exemple que le week-end, que le vendredi et le samedi, et t'es déjà à l'autofinancement, ce que tu ferais sur un logement longue durée. Donc, pour perdre de l'argent ou ne pas être rentable sur un logement atypique, je dis toujours, il faut vraiment le vouloir. Voilà. Donc, c'est comme ça en général qu'il faut rassurer le banquier. Ouais, mais le banquier n'a peut-être pas souvent la posture d'entrepreneur comme vous, et du coup, il voit souvent le côté négatif, c'est un schéma qu'il ne connaît pas du tout. Il y a du mal à se projeter. Il y a les deux. Soit il faut changer d'interlocuteur, soit c'est à toi d'avoir cette posture-là s'il ne l'a pas, et de lui le faire rentrer dans le crâne, et que tu sois tellement bon et convaincant, et convaincu de ton produit, qu'il le soit lui aussi. Voilà. Pour moi, c'est les deux axes qui sont importants. Ok, bon, super. Je vais revenir sur mon plan IMO. Est-ce que vous pouvez en parler en termes de chiffres? Combien de personnes accompagnées, combien de salariés? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ceci? Mon plan IMO, ça reste une petite structure. Avant tout, déjà, on a une seule salariée. On a des dizaines de collaborateurs, après beaucoup de freelance autour de nous qui travaillent avec nous. Je dirais qu'au total, ça doit représenter une quinzaine de personnes au quotidien qui travaillent au quotidien, qui travaillent pour nous, 10-15 personnes, mais avec une seule salariée, Laura, qui est juste à côté. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 1500 personnes. Donc ça, c'est une grande fierté. Dans toute la francophonie, ça va pas qu'en France. On a des personnes dans les dom-toms, au Canada, La Réunion, Belgique, Suisse, Luxembourg. Donc on a des personnes un petit peu de partout. Mais voilà, plus de 1500 personnes accompagnées. Et c'est une belle aventure qu'on traverse là depuis plusieurs années, quoi. Ok. Vous êtes de la même famille, vous êtes frères. Ouais. Comment ça se passe quand on s'associe avec son frère? Déjà, comment ça se passe quand on s'associe avec une personne? Comment on s'associe? Et en plus, vous, comment ça se passe? Tu le menaces. Non, je rigole. Non, c'est une bonne question parce qu'elle revient souvent. Ouais, écoute, nous, c'est vraiment notre expérience personnelle. Je ne veux pas parler par rapport à tous les frères et sœurs et je pense que chacun a des relations différentes entre familles. Nous, franchement, non, ça se passe bien. On a deux tempéraments totalement différents aussi, malgré qu'on soit frères. Moi, je pense que c'est la clé de voûte, ça. Je pense que c'est la clé de voûte. Je pense qu'il faut aussi, pour avoir aussi suivi des personnes aussi qui ont entrepris en famille, il faut une vraie complémentarité. Voilà. Et c'est important parce que si tu as deux personnalités pareilles et les personnes qui ont les mêmes compétences,
C'est pas toujours simple à trouver, donc ça a mis du temps à ce que ça se trouve. Là, je pourrais te dire que c'est limite à 1 an, 6 mois près qu'on a enfin trouvé, je pense, une complémentarité, mais ça a mis beaucoup de temps. La boîte a 5 ans, donc tu vois, pour te dire le temps que ça a pris. Mais je pense que c'est ça la clé. C'est vraiment La complémentarité. et des vraies valeurs familiales. Nous, on a la chance d'avoir des vraies valeurs familiales. Je pense que tu vois, tu as des familles qui ont des valeurs financières, etc. Nous, ça n'a pas forcément été le cas sur cet aspect-là, mais on a eu une vraie culture de la famille, d'entraide, etc. Et je pense que ça, en fait, il y a des compétences différentes. Il y a un socle hyper sain entre lui et moi, malgré tout, voilà, par rapport à ces valeurs dont il parle. Et on greffait à ça de la complémentarité, parce qu'on est énormément différents. Les gens ne s'en rendent pas assez compte parfois, parce qu'on est souvent ensemble ou qu'on nous voit souvent assimilés ensemble sur les réseaux sociaux. Mais même si on est frères, on est diamétralement opposés. Et je pense que c'est essentiel pour développer un business ou pour être dans une aventure comme ça, parce que bah voilà, tu t'apportes un petit peu mutuellement, quoi. Donc, Et au final, ça s'est fait naturellement. Là. ouais. Ça s'est fait naturellement. Écoute, moi j'avais le parcours un peu plus. Moi, j'étais pas très bon à l'école, vraiment pas scolaire. J'ai eu un bac STMG râler-pâquerette. Après, j'ai fait un BTS profession immobilière que j'ai pas eu, alors que tu vois, j'ai travaillé dans l'immobilier. J'ai eu un déclic à ce moment-là, c'est intéressant parce que j'étais un des meilleurs sur le terrain, mais par contre, j'étais le pire à l'école. Et tous ceux qui étaient bons à l'école, ils étaient pas bons sur le terrain. C'est là où je me suis dit, t'es peut-être pas si con, tu vas peut-être faire quelque chose de ta vie. Et donc, bah, moi, j'ai acheté cet appart à 19 ans. Après, Anthony m'a rejoint sur ce parcours. Alors que de base, il avait un parcours scolaire, il voulait faire prof, etc. Il avait une vie un peu plus J'étais tracée. prof. Voilà, t'étais prof. Et après, bah, moi, j'avais un peu pas cette passion de l'entrepreneuriat, mais c'était un peu le seul moyen que j'avais de m'en sortir parce que c'est le seul truc que je savais faire. J'ai acheté des casquettes, je les revendais. Après, c'était des montres. Après, j'avais acheté une voiture. Bon, après, j'ai perdu de l'argent, etc. Donc, moi, si tu veux, ça a toujours été un peu pas instinctif, mais un peu plus instinctif. Et après, à ce moment-là, Anthony a acheté de l'IMO. Il s'y a pris un peu de passion aussi, comme moi. Finalement, et ça est tombé au même moment en même temps, si tu veux. Et du coup, on se challenge un peu parce qu'il y a des trucs qu'on a achetés en commun, il y a des choses qu'on a achetées seul à l'époque. Un coup, on devait acheter un immeuble, un coup, j'ai acheté un appart. Donc, du coup, on se tirait un petit peu vers le haut, mais positivement. Et pour moi, il y a des vraies similarités pendant que je t'entends parler. J'y pense avec des couples aussi parfois qui sont très différents, qui ont des passions communes différentes, mais qui par exemple ont les deux envie d'avoir des enfants ou ce genre de choses. Bah nous avec Alex, pareil, on est complètement différents. Mais par contre, l'objectif de liberté, d'indépendance financière, de gagner de l'argent, de prendre notre indépendance, il était commun. On a grosso modo une envie. Bon, même si Alex a peut-être encore plus d'ambition que moi, mais on a été très proches là-dessus sur cet objectif commun. Et donc c'est ça qui nous a rejoints aussi, je pense, au-delà de nos différences, c'est que ce pourquoi on a travaillé, d'abord avec l'IMO et avec mon plan IMO, ben, on était alignés là-dessus, en fait. Au début, tu n'avais pas de CDI? moi, quand j'ai acheté mon premier appartement, j'étais en apprenti, donc j'étais en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, je crois que c'était à l'époque. Donc non, j'étais en CDD, donc prêt étudiant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté après non, c'était l'immeuble là. Si, et après j'étais en CDI. Après, j'ai tout ce que j'ai acheté, je suis en CDI. Et au final, même si tu étais peut-être plus ambitieux qu'Anthony, tu n'aurais peut-être pas fait le même parcours sans Anthony. Ouais, je pense pas. C'est différent quand même. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Alex, je pense que même sans moi, il le dit, c'est plus un profil autodidacte. Moi, je dis toujours, Alex, il a le business dans le sang. C'est-à-dire que moi, j'étais prof de PS. Si j'avais pas eu un frère comme Alex, est-ce que j'aurais fait tout ça? Pas sûr. Mais je pense objectivement qu'il faut, Alex, dans tous les cas, on n'aurait pas fait le même parcours, ça aurait été différent. Oui, bien sûr. Mais je pense que tu aurais entrepris, je pense que tu aurais fait des choses, tu aurais été dans une filiale un peu entrepreneuriale instinctivement. Ouais. Là où moi, ça aurait moins été le cas quand même. Maintenant, voilà, je pense que je l'aurais fait. Maintenant, te dire que sans Anto, je l'aurais fait, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que moi, j'étais en CDI dans la boîte où moi, j'étais agent IMO, ça se passait bien. Pour le coup, c'est un peu Anthony à ce moment-là qui m'a un peu plus bougé aussi J'ai plus bousculé la création de la boîte et t'as plus bousculé l'IMO. Ouais. T'as insufflé beaucoup plus l'IMO. C'est ça. Mais bon, je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais oui, on aurait fait des choses dans tous les cas, je pense. Ok, d'accord. Aujourd'hui, concrètement, quand vous investissez, quels sont vos critères pour maximiser la rentabilité sur un bien immobilier? Écoute, nous, on a une méthodologie en 3 étapes. Si tu veux, sur les logements atypiques aujourd'hui, donc on peut te la donner, elle est simple et applicable. C'est investir déjà dans une petite et moyenne commune de moins de 200 000 habitants, petite et moyenne ville, type Saint-Étienne, Dijon, Roubaix, Cholet, etc. Des villes comme ça, t'en as partout en France. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, c'est moins cher. Et en plus, t'as pas de problème de réglementation aujourd'hui, surtout si tu fais de la location à courte durée. Donc, petite, moyenne ville. Deuxièmement, créer un concept unique, une thématique de dingue. C'est pour ça qu'on s'est associé avec Marie, notre architecte d'intérieur. Donc, faut créer un vrai univers, une vraie atmosphère dans ton logement, quelque chose d'unique, avec des éléments signature, une balnéo, un cinéma, quelque chose comme ça. Et ensuite, faut tout automatiser, faut savoir tout gérer. Parce que c'est bien beau d'avoir un beau logement dans la bonne ville, mais si tu sais pas comment l'automatiser, comment le gérer, comment le mettre en avant, t'auras pas de réserve. Donc voilà, ça c'est le 3e pilier. Si tu respectes les 3, normalement c'est ce qu'on dit, c'est l'autoroute du cash flow entre guillemets, et ça te permet d'aller chercher de la rentabilité.
Ok. À titre personnel, je fais aussi de l'immobilier et une grande partie de mon temps, elle est consacrée justement à la gestion des locataires, la gestion des travaux, être à Leroy Merlin, appeler les artisans, bon, vous connaissez. On est tous passés par là. Et cette partie-là que je consacre à l'immobilier, je le consacre pas à mes autres business. Donc c'est du temps pas perdu, mais c'est du temps qui me fait pas évoluer, on va dire. Comment vous procédez justement à ce niveau-là? Bah, moi, je dirais qu'on est très bon une fois que les projets sont lancés pour gérer et que ça soit totalement délégué. Tu vois, aujourd'hui, tout ce qu'on a en location longue durée, on s'en occupe quasiment pas. Tu vois, là, il y a un petit appart qu'on rénove, mais ça s'est fait très rapidement. On a déjà des personnes qu'on connaît, etc. C'est 2-3 coups de fil, mais c'est plus Santo qui est géré pour le coup, mais ça t'a pas pris beaucoup de temps. Là, LCD, franchement, c'est rodé. Il y a le personnel de ménage, il y a les process, etc. Donc, ça prend très peu de temps, peut-être 1h30 par semaine. Là où, par contre, faut le dire, quand on relance des projets, ça nous prend plus de temps parce que je trouve que ça nécessite plus notre expertise. Donc déjà, trouver un bien, rechercher, négocier, aller chercher du financement, etc. Ça, c'est des choses que les gens négligent, mais c'est difficile de le déléguer. En tout cas, nous, à notre niveau aujourd'hui, on ne le délègue pas et je pense qu'on a notre place quand on le fait. Donc ça nous prend du temps. Pour tout dire, on ne le délègue pas. Quand on fait des travaux aussi, on a essayé de tout faire à des maîtres d'œuvre, etc. Mais en général, les prix suivent pas. Donc là, Anthony est en plein dans la rénovation de sa résidence principale. Bah, ça va être un peu lui le maître d'œuvre, donc c'est lui qui fait faire les devis, etc., etc. Donc oui, c'est du temps, mais en fait, ça dépend des projets. Ça dépend des projets. À l'étranger, on délègue tout, par exemple, parce qu'on considère qu'il y a des personnes qui sont plus adeptes que nous Mais après, de s'en occuper. Ça va aussi avec ton développement financier quand même. Oui, c'est-à-dire que la phase dans laquelle tu es passé, pour moi, elle est pas obligatoire, mais presque, et on l'a vécu nous aussi. Bien sûr. Au début, tu poses ton parquet, tu mets les peintures, tu fais tes allers-retours à Leroy Merlin tout le temps, etc. Et au fur et à mesure que tu vas te développer, que les appartements vont arriver à avancer, vu la fougue et la jeunesse que tu as, bah, le business va se développer aussi. Et donc, plus ton assise financière se développe aussi, plus il y a des choses quand même que tu pourras déléguer. Pas tout, il y a des choses que tu devras toujours faire, c'est notre cas. Bien sûr. Mais tu vas en faire moins. Voilà, naturellement par la force des choses. Mais au début, on démarre, on n'a pas grand-chose, bah, c'est normal, on met les mains dans le cambouis. Et quand tu t'es développé après, bah, tu arrives à déléguer un peu plus de choses. Puis ça dépend de tes compétences, de là où tu es bon, de ce que tu aimes faire aussi. Donc voilà, pas mal de choses. Mais je pense que c'est un passage obligatoire. Ouais. Et au final, aujourd'hui, il y a une grande partie que vous avez réussi à déléguer, Voilà. que ce soit le ménage pour la conduite. Tout ce qui est projet fini, c'est délégué. Voilà. Et Ok. avant projet, voilà. Mais il y a aussi une certaine volonté de le faire. Voilà. Et puis je vais te dire un truc, de toute façon pour les gens aussi qui pourront t'écouter, qui se posent des questions et qui ont des peurs sur les travaux, etc. Alex est un chouille plus bricoleur que moi, mais moi je suis vraiment nul en travaux, mais vraiment nul. Du coup, on n'a même pas le choix que de déléguer en fait, parce que moi je ne peux même pas le faire moi en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas faire, j'aime pas ça, ça me déprime de faire des travaux, donc voilà, c'est après par la force des choses, tu es aussi obligé de déléguer, mais c'est possible. Voilà, ça montre aux gens que tu peux complètement ne pas être un as de la bricole et aussi te lancer dans ce type de projet si tu as le bon réseau, que tu es bien accompagné, quoi. J'ai le même profil que toi. C'est pas du tout pour moi les travaux. Ah ouais, bah faut savoir le reconnaître. Moi, je suis très lucide. Je sais où je suis bon, je sais où je suis nul. Faut le savoir connaître. Mais c'est un avantage quand après tu dois déléguer, de pas être bon pour le coup. Ouais. Tu délègues plus facilement que quelqu'un qui sait tout Ouais. faire. C'est un peu la maladie des artisans. Quelqu'un qui est artisan, il va jamais déléguer. Alors que son temps, parfois, il est plus précieux à aller faire autre chose. Tu Oui. vois. Oui. Donc, Je vais rebondir sur un sujet que tu as commencé d'aborder. Moi, auparavant, je travaillais dans une banque privée et un jour, j'ai reçu un client et ce monsieur-là, il avait un énorme parc immobilier, plusieurs dizaines de millions d'euros, assez diversifié avec du loco-pro, de l'immeuble de rapport. Et ce monsieur, il m'a donné un conseil, il m'a dit, Anthony, quand tu te lanceras dans l'immobilier, achète dans un secteur près de chez toi, à maximum 30 minutes de route. Bon, il y a plein d'avantages, plein de raisons à cet argument-là. La raison principale, c'est que moi aujourd'hui, si je souhaite acheter à Marseille, le Marseillais du coin, celui qui a sa famille, qui a son réseau là-bas, il aura tendance à avoir la bonne affaire qui arrive à ses oreilles avant qu'elles arrivent à mes oreilles. Ce qui est plutôt logique, je pense que c'est pareil pour vous. Vous, c'est ce que vous avez d'abord fait, puis ensuite, là, vous avez investi à l'étranger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez procédé pour acheter à l'étranger? Comment vous avez acheté? Est-ce que vous avez pris des garanties? Bah, c'est pas bien compliqué. L'étranger, c'est une question d'opportunité. Et surtout, l'étranger, c'est un mélange de plaisir et de rentabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on a fait 3 projets à l'étranger. Bali, les États-Unis et Nocibé aujourd'hui, qui est le projet en cours. Donc, Bali et Nocibé, c'est 2 projets très proches. C'est de la construction de villas, plutôt de luxe, à l'étranger. Donc, Bali, ça a été construit, ça a été revendu et Nocibé, c'est en cours. Et là, c'est pourquoi je dis c'est plaisir, rentabilité, c'est parce que bon, on fait pour le kiff, c'est exceptionnel pour nous de faire construire ce type de projet. Les prix sont beaucoup moins chers qu'en France, etc. Donc, on peut se faire construire des villas de rêve pour le même standing des villas, parce que pour ça le même reste quand standing. même des budgets. Bien sûr, mais je veux dire, ça reste des villas de dingue quand même par rapport à leur budget.
Donc plaisir, rentabilité. Et ensuite, bon, les États-Unis, ça c'était la fougue de la jeunesse, etc. On allait chercher la rentabilité, on s'est planté, on l'a revendu, on a perdu de l'argent. Mais pour répondre à ta question, moi je pense qu'il faut avoir un socle solide en France. Et un peu comme au casino, il faut accepter de perdre quand tu vas à l'étranger. C'est-à-dire que tu le fais, pas c'est un coup de poker parce que c'est réfléchi, mais voilà, tu vas pour le plaisir, pour faire un projet hors du commun, mais tu sais qu'il y a aussi un risque qui est plus important. C'est comme dans n'importe quelle assurance, etc. T'as pas les mêmes rendements en fonction du risque que tu prends. Bah, à l'étranger, pour moi, c'est pareil. T'as un risque sur le papier qui peut être un petit peu plus important, mais par contre, tu as une rentabilité qui peut être démentielle. Et par contre, la clé de voûte, c'est l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi. C'est ce que j'allais dire, mais pour développer un peu ton propos, nous, oui, on a commencé à investir à Saint-Etienne et la plupart de notre immobilier en France, et c'est même, oui, notre patrimoine immobilier en France tourne autour de Saint-Etienne et des communes, villes alentours. Pour moi, en effet, je pense que c'est plus simple. Ça veut pas dire que tu peux pas aller dans d'autres villes. Tu disais qu'en effet, le Marseillais du coin aura en général une belle opportunité. Je suis plutôt aligné là-dessus. Là où tu peux potentiellement aller dans d'autres villes, c'est si, par exemple, tu habites Saint-Etienne mais que tu es né à Marseille et que tu as encore des contacts sur Marseille, et là, potentiellement, ça peut être intéressant. Nous, aujourd'hui, on a des participants qui ont acheté très loin de chez eux et ça se passe très, très bien. C'est pas le schéma le plus simple, mais ça veut pas dire non plus que tu peux pas le faire. Et suivant la région dans laquelle tu habites, si par exemple, tu habites en plein Paris et que tu veux faire de l'atypique, bah, aujourd'hui, c'est compliqué de faire de l'atypique en plein Paris. Donc, c'est sûr qu'il va falloir un petit peu s'éloigner, surtout si tu veux aller chercher des prix au mètre carré assez intéressants. Donc, ça veut pas dire que tu peux pas le faire, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus simple. Et pour revenir sur l'étranger aussi, moi, l'étranger, je dirais qu'il y a aussi une grosse notion de timing par rapport à la France. La France, aujourd'hui, on est un pays mûr. Alors, on a une inflation, mais ça reste assez, ça reste assez plat. L'étranger, suivant le timing dans lequel tu vas dans un endroit, c'est très important. Et c'est ce qui va différencier d'un investissement en France. Nous, j'estime qu'on est allé au bon endroit, au bon moment à Bali. Donc, nous, on a investi en 2019, la maison a été finie de construire en 2021. Voilà. Parfois, tu peux avoir le bon timing, mais être pas sur le bon projet. On avait eu le bon timing, je pense, aux États-Unis. On avait acheté une petite maison sur 2 étages, mais manque de connaissances, interlocuteur anglophone, etc. Je t'en passe, fougue de la jeunesse, comme disait Anthony, on a perdu de l'argent. Voilà. Mais ça fait partie du parcours. On n'aurait jamais fait Bali sans faire les États-Unis, tu vois. Donc Bali, on a gagné de l'argent, les États-Unis, on a perdu. Malgré justement avoir perdu, tu as quand même recommencé. Ouais. Et si tu veux, moi, j'ai eu un gros déclic avec les États-Unis. C'est qu'on s'est retrouvé avec une maison, c'était en plein Covid, dans une zone où on n'était jamais allé, parce qu'on investit totalement à distance, avec normalement un locataire en place et un appartement entièrement rénové, prêt à louer, avec un appartement dévasté et le locataire qui s'était barré. Donc du coup, d'une maison qui devait déjà nous rapporter de l'argent, on avait fait 2 prêts conso à l'époque pour financer l'opération, un truc qui nous coûte de l'argent, fallait envoyer des frais de gestion, enfin tout le temps, c'était la galère. Et du coup, cette maison, on l'a revendue. On a perdu de l'argent, mais on a fait des travaux à distance avec l'agence de gestion. On l'a revendue plus cher que ce qu'on a acheté. Ce qui a fait qu'on a perdu de l'argent, c'est toutes les charges dépensées entre, mais on l'a revendue. Et moi, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, putain, c'est mis dans la merde. Surtout que Bali, à l'époque, on avait reçu un mail du constructeur, on savait pas si ça allait aller au bout. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, la fougue un peu, tu vois, ça nous a mis un peu dans la merde. Et on a revendu cette maison. Bali, ça s'est bien passé. Et surtout, quand on a revendu cette maison, je me suis dit, ok, je pensais vraiment que c'était la pire des catastrophes. Et on s'en est sorti, on a réussi à vendre. Tu vois. Donc, c'est quoi un petit peu la leçon? C'est même quand tu penses que tu es au bout du précipice, il y a encore des solutions. Tu vois. Et là, depuis que j'ai ça en tête, maintenant, je ne dis pas que quand j'ai des mauvaises nouvelles, je les prends avec philosophie, mais beaucoup plus qu'avant. Non, mais c'est important. Donc, bon. À chaque malin bien. On en parlait. Et t'apprends énormément. Ouais. Surtout. Quand tu fais des erreurs, t'apprends. Et surtout, t'essayes de plus les refaire. Si tu les refais 2 fois, c'est que t'es pas bien intelligent pour le coup. Ça n'empêche pas qu'on le fait pas, mais c'est sûr. Et du coup, en termes de garantie, comment vous avez pu financer en France? Nous, ça s'est passé? Nous, à l'époque, on a hypothéqué la maison de nos parents, qui était finie de payer. Notre père a embarqué dans le projet avec nous à Bali, c'est ce qui nous a permis de le faire. Donc, on a hypothéqué la maison. C'était la garantie que la banque elle a pris, mais c'était pas sans peine. Toutes les planètes se sont alignées. On a notre père qui nous a rejoint dans le projet et qui a été OK pour hypothéquer la maison qui était finie de payer de la famille. Donc, déjà, premier truc. Deuxième chose, on avait un interlocuteur exceptionnel à l'époque qui nous a suivi, un directeur de banque qui nous a suivi sur plein de projets, qui a été capable de pitcher ce projet aussi au niveau des instances, qui est devenu un ami, Jordan, etc. Et en plus de ça, on va s'attribuer quelques fleurs. À l'époque, je m'étais un petit peu plus occupé du business plan, mais j'avais fait, je te parlais d'argumentation de posture professionnelle. Je pense que j'ai jamais été aussi bon que quand j'ai pitché ce projet à Bali avec lui à l'époque. Voilà. Le projet, il était complet, il était ficelé, j'avais mis un argumentaire de folie. Donc, voilà. Je pense que c'est ces 3 choses imbriquées qui ont fait qu'on a pu obtenir le financement. Okay. Et là, vous avez investi récemment à Nocibé? Et là, récemment, à Nocibé. Ouais, c'est un peu aussi un investissement kiff, j'imagine. Tu connais Nocibé ou quoi? Avant vous, je connaissais pas. C'est pour ça que j'ai regardé vos vidéos l'année dernière.
je connaissais pas du tout. Là, j'en parlais avec Simon, il connaissait pas non plus. Donc, c'est plutôt bon signe. Bah ouais, c'est une île en plein développement et c'est un projet un petit peu similaire à Bali, mais à Nosy Be. Voilà, donc construction d'une belle villa dans un archipel dans lequel on croit beaucoup. Voilà, on y allait 2 fois avec Alex. Donc voilà, ouais, franchement, super projet. Tu disais que tu connaissais pas, bah, aujourd'hui très peu de gens connaissent, donc il y a quand même un risque à investir là-bas. Un risque parce que déjà c'est dans un pays qui est Madagascar, donc qui subit quand même des instabilités politiques. Donc faut aussi mettre en exergue, souvent les gens voient les projets étrangers, waouh, c'est magnifique, exceptionnel, surtout quand les villas sortent et que ça tourne, mais ça comporte des risques. Nous aujourd'hui on a un peu d'incertitude, on verra, on espère et on y croit beaucoup sur le fait que ça va très bien se louer parce que on a étudié le marché, etc. Et pour nous ça va bien se louer. Mais ça reste de l'étranger, t'es pas dans ton pays non plus, donc c'est aussi faut bien mettre en exergue, pas acheter un premier bien à l'étranger tout de suite comme ça. Voilà, en tout cas sans expérience, moi je recommande pas. Mais comme le disait Anthony, voilà, nous on croit énormément à Nosy Be parce que ça se développe bien et puis surtout c'est cool, c'est sûr, c'est des projets qui sont sympas. Projet plaisir. Est-ce que vous avez d'autres projets en plus de Nosy Be justement à l'étranger? À l'étranger non. Étranger, alors quoi si, pourquoi pas. Moi je m'intéresse beaucoup à Marrakech, Dubaï, voilà. Parce que aussi c'est des endroits que j'apprécie. Auparavant, tu parlais du réseau. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu penses que le réseau, c'est un levier de croissance? La réponse est un petit peu dans la question, je pense. Mais oui, évidemment. Oui. Évidemment que le réseau, c'est un levier de croissance exceptionnel. Tu vas 10 fois plus vite. Il y a des portes qui s'ouvrent qui sont assez hallucinantes. Nous, on l'a vu avec Alex, notamment sur les réseaux sociaux, ça a commencé à bien se développer. Les partenariats qui se tissent. Tout est plus facile avec du réseau, en fait. Pour moi, réseau, argent. T'as ça, et si t'as la santé dans la vie, t'as tout. Parce que il y a des choses que tu peux pas acheter avec l'argent. Tu vois, typiquement, on a notre mère qui a eu des petits soucis de santé récemment. T'es en France, les hôpitaux c'est gratuit, donc tu peux pas acheter, tu peux pas payer. En tout cas, ou alors faut être dans des sphères, etc. Si tu connais quelqu'un dans l'hôpital, t'es mieux traité ou t'avances avant les autres. Donc moi j'ai toujours compris très jeune que le réseau c'était le plus important. Et après quand tu fais des projets, c'était un ami banquier, c'était un ami comptable, un ami avocat et qui sont compétents en plus de ça. C'est sûr que ça sera plus simple pour la personne qui a ce cercle d'amis-là, ce qui n'était pas notre cas au début, qu'on a dû se constituer, plutôt que quelqu'un qui n'a pas de réseau dès le départ. Donc c'est sûr que le réseau, ça se crée, ça s'entretient aussi, c'est important, et c'est, moi je trouve primordial dans le business, vraiment c'est un des trucs les plus importants. Comment vous faites pour créer le maximum de réseau? C'est déjà d'être curieux, c'est de parler avec les gens, s'intéresser aux gens, d'aller sur le terrain, parce que le réseau, ça se fait en faisant des rencontres. Tu peux difficilement devenir ami avec un agent immobilier si tu fais jamais de bien, tu vois, si tu visites jamais de bien. Un truc qui est un peu contre-intuitif, mais sortir. Moi, j'ai des amis qui ont fait beaucoup de réseaux, c'est un peu des bragueurs, ils ont une société et ils ont signé beaucoup de contrats en rencontrant un mec dans un bar, etc. Mais tu fais quoi, etc. Je fais ça, entre 2-3 bières. Ils ont fait beaucoup de réseaux comme ça. Donc après, il faut réussir aussi à avoir un format qui te plaît. T'en as qui font des masterminds, le sport, Anthony, paddle, voilà, très très bien. Le sport, donc je pense qu'il faut essayer d'aller dans des endroits où tu te sens bien, à l'aise, et essayer de toujours avoir un peu ce côté business sans que ça soit trop recherché. C'est ça toute la subtilité du réseau. Et encore, on n'est pas des experts en réseau avec Anthony, mais c'est vraiment d'avoir cette subtilité de toujours un peu lié au boulot, mais que ça fasse pas non plus trop je te parle par intérêt. Voilà, c'est toujours, on a tous des intérêts communs à travailler ensemble, mais qui est toujours une petite touche de savoir ce que les gens savent ce que tu fais. Ça se fait naturellement après. Ça se fasse un petit peu naturellement, et puis après il y a un côté feeling aussi, hein. Il y a des gens avec qui tu n'as jamais connecté et tu n'as pas envie de connecter avec eux, il y a des gens avec qui tu connecteras aussi plus facilement. D'accord, mais par contre énorme levier de croissance, quoi. Pour moi, le réseau, oui, demain t'adores le foot, t'as un ami qui bosse au PSG, t'auras une finale de Ligue des Champions si Paris est au PSG. Non, mais c'est vrai. Et si t'as pas le réseau, non. Tu vois, t'auras pas la place, ou alors tu vas la payer 1500 €, j'en sais rien. Donc c'est vraiment le réseau. Ouais, moi je trouve que c'est trop important. Tout se joue, et sur n'importe quel sujet en plus. Sur tous les sujets. T'as tout intérêt à avoir du réseau. Outre l'aspect financier aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous prend les tripes le matin quand vous vous levez? Là, tu vois, c'est marrant. Je pense que vraiment, quand on a démarré, c'était vraiment, au début, l'immobilier, c'était un levier financier. Moi, quand j'étais prof, au début, je voulais gagner plus d'argent, tout simplement, tu vois, avec des revenus passifs, gagner plus d'argent, mais de manière passive. Et là, moi, je pense que c'est la trentaine aussi que j'ai eu là récemment, etc. Et tu le fais et tu développes et tu crées par plaisir, par ambition, mais pour t'offrir la vie que tu as envie d'avoir. C'est-à-dire construire la maison un peu de tes rêves, si tu as envie d'avoir une résidence secondaire, si tu as des enfants ou une femme, pouvoir mettre à l'abri tout le monde et que tout se passe bien. Donc c'est plus ce matelas de sécurité, de confort que tu viens chercher avec l'entrepreneuriat, avec le business, etc. Tu vois. Moi en tout cas, je suis en train de dériver un petit peu sur cet univers-là, et puis
Après, Alex, toi, c'est un peu 20. Non, bah non, mais je pense qu'Anthony a raison. On avait un peu un peu la même quête et la même envie au début. Et c'est vrai que après, quand tu grandis, les ambitions de chacun sont différentes. Donc Anthony, c'est vrai, c'est plus de ce côté. Moi, indirectement, différemment, mais c'est aussi pour. Je me projette moins qu'Anthony sur la famille, mais quand même, moi, j'ai toujours voulu gagner de l'argent pour assouvir un peu mes besoins, ce que j'avais. Et j'aime bien les belles choses, j'aime bien les belles montres, les belles voitures, enfin tout ce qui coûte un peu cher. Mais j'ai aussi envie de fonder une famille et que mes enfants soient bien. Donc demain, si je voyage en business, j'ai envie de pouvoir voyager et payer la business à mes gosses aussi. Tu vois, je veux pas régresser si un jour je passe là-dessus. Donc on va dire que je suis un peu comme Anthony finalement, mais avec des ambitions encore plus grandes. Tu vois, avec Anthony parlait de résidence secondaire. Moi, j'aimerais bien avoir une maison dans plein de pays que j'aime, avoir plein de voitures. Enfin voilà. Donc je dirais que c'est un peu ça. Après, même si tu te raisonnes un peu plus avec le temps, je m'en rends compte. Mais ce que tu dois faire plus simple, c'est la liberté. Ouais, La liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on le souhaite, dans n'importe quel pays où on le veut, et de pas regarder quoi. Voilà, c'est il n'y a rien de plus agréable de te lever le matin. Il n'y a personne qui est. Enfin, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité. Quand je vois des gens qui partent au boulot le matin, et même nous, ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus là-dedans que je me dis, waouh, c'est vrai, tu as des gens, ils sont là. Attention, c'est l'heure, faut que. Alors nous, on doit rendre compte, attention à nos clients, entre nous aussi, aux personnes avec qui on travaille. Mais c'est vrai que tu sors un peu de ce cadre-là, de la vie dans laquelle sont les gens. Et il faut pas oublier que nos participants aussi, c'est notre plus grande fierté. C'est vrai que ça, c'est à titre personnel, ça, c'est nos objectifs qu'on aperçoit avec Alex. Mais aujourd'hui, ce qui nous anime aussi et ce qui est chouette, c'est l'aventure. Et la NPI Family dont on en parle, qu'on a réussi à créer, c'est 1500 personnes qui nous font confiance. On voit des projets sortir partout en France avec des gens qui ont des résultats, qui embrayent, qui arrivent à démissionner parfois de leur poste, etc. Donc, au-delà de nous, ce qui nous drive personnellement, ce qui nous drive aussi en commun dans cette aventure, bah, c'est tout ce qu'il y a derrière, en fait. Les équipes qui comptent sur nous, les participants, les projets, c'est hyper haletant et c'est hyper grisant. Ça, c'est sûr que c'est un truc qui motivera. On est hyper fiers, hein, voilà, ça c'est un truc qui, voilà, on est fiers de ce qu'on a réussi à créer, quoi. Vous avez un impact réel sur plein de personnes. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est génial. Faut pas bouder son plaisir. Il y a un petit, sûrement un petit ego trip aussi au milieu, à l'intérieur, mais c'est hyper kiffant, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà. Ok, bon, merci. Pour finir, si on a parlé un petit peu en off, je vous ai expliqué un peu mon parcours. Si vous avez un conseil à me donner, que ce soit un conseil business ou un conseil de vie, qu'est-ce que vous me direz? C'est des trucs hyper clichés, mais je peux me lancer en numéro 1 et t'as l'air très bien parti parce que c'est exactement ce que tu fais. C'est de faire, c'est d'être dans l'action, c'est de pousser des portes, c'est de sortir de chez soi, c'est de sortir du cerveau mouvant. Voilà, c'est de faire. D'être dans l'action le plus possible tout le temps. Parce que je suis convaincu que quand tu agis 100 fois, tu te trompes 10 fois, tu réussis 90. Ou même si tu te trompes 90 et que tu réussis 10, tu sortiras toujours plus grand et tu iras toujours plus loin que ce que tu n'avais rien fait. Donc voilà, moi je pense que surtout c'est de faire. De pas avoir peur et d'être dans l'action. Je vais compléter avec ton cas concret que tu as fait avec nous. T'es de Saint-Etienne, tu nous as envoyé un message, tu m'as relancé aussi parce que bon bah nous c'est vrai que et c'est pas bien ce que j'ai fait, tu vois, des fois je te répondais pas aussi rapidement, etc. Tu m'as relancé, etc. Et regarde, aujourd'hui ensemble on a fait un podcast et ça, si tu le fais avec d'autres personnes qui sont encore plus influentes que nous, etc. Il suffit d'une personne, t'as une vidéo qui pète, tu changes de vie. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec pas mal de personnes. Donc c'est comme le dit Anthony, c'est de faire les choses. Sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours simple, t'envoies des messages. Moi, ça m'est arrivé, hein, même récemment, hein, à notre niveau, d'envoyer des messages, tu te prends des vents, tu relances, etc., etc. Et c'est cette énergie que tu vas l'épuiser ou peut-être les gens vont pas le faire, qui vont faire que bah tu vas aller chercher les objectifs que tu veux avoir, là où les autres les auront pas. Donc ouais, c'est vraiment de faire les choses, pas se dire faut que ça soit parfait avant de lancer. Nous, c'est un peu notre qualité, c'est qu'on n'attend pas que ça soit parfait pour faire. Et, on fait. Il y a plein de choses qu'on fait mal, mais c'est de faire. Vraiment. Voilà. Bon, merci pour vos conseils, merci pour la valeur ajoutée que vous avez donnée. Si les gens ils souhaitent vous retrouver, ils vous retrouvent sur votre page. Ouais, écoute, Mon Plan IMO sur Instagram, sur YouTube, sur les différents réseaux, c'est là où ils peuvent avoir le maximum d'infos et connaître un petit peu plus de l'histoire des deux frangins. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.